saluer Madame Sandra Lambert, qui nous vient du Québec et qui va justement nous parler de la création d'un service à partir de son expérience en tant que maman. Elle va nous raconter ça et je lui cède tout de suite la parole. Elle installe son équipe. Et donc Madame Lambert a créé un service que l'on pourrait dire un service répit en Belgique, qui est au Québec un organisme communautaire. Alors, bonjour tout le monde. Je sens que j'ai un certain défi de capter votre attention. Donc, je vais essayer d'être la plus dynamique possible, mais en même temps, je suis devant vous avec une grande humilité. Quand on m'a demandé de venir participer au colloque, je venais avant tout pour venir m'y enrichir, parce que, à titre de maman, parce que c'est avant tout à ce chapeau-là que je porte, la maman de Laura, que je souhaite vraiment que toutes les personnes qui ont un handicap sévère, qui ont un spectre du trouble de l'autisme, puissent s'accomplir, puissent avoir une vie, puissent avoir du sens dans leur vie. Ça a toujours été ce qui m'a porté, je dirais, dans les 25 dernières années. Donc, merci à Mme Francine Julien-Gauthier, avec qui je collabore beaucoup avec l'Université Laval, qui m'avait invitée au colloque. Mais quelle belle surprise quand on m'a demandé, Marie et son équipe, de dire, bien Sandra, est-ce que tu pourrais nous faire un certain partage? Alors, c'est vraiment, je suis devant vous pour vous partager une expérience, pour aussi vous partager la flamme qui m'habite quand on en arrive à démarrer des services qu'on n'a pas reçus lorsque j'avais Laura avec moi. Il faut croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous porte. Donc, c'est aussi avec beaucoup de reconnaissance à tous ces jeunes de qui j'apprends à tous les jours, de qui pourtant on dit souvent qu'ils ont une intelligence très limitée. Plusieurs des jeunes qui viennent à Laura Lemerveille ont un diagnostic de déficience intellectuelle profonde. Personnellement, je n'y crois pas. Mais voici l'exposé que je vais vous faire. Je vais vous amener dans l'univers de Laura et moi pour commencer. Parce que pour moi, l'arrivée de ma fille Laura en 1993 a été une expérience des plus inspirantes aujourd'hui avec le recul. Par la suite, je vais vous dire un peu justement l'héritage suite au décès de Laura, l'héritage de son passage dans ma vie. Ça a été de démarrer une organisation, un organisme. À Québec, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, je vais vous parler un peu de sa mission, la clientèle, les services, les activités, mais aussi une approche qu'on appelle l'approche Les Merveilles, qui vient vraiment mettre le jeune au cœur de sa vie, donc au cœur de son accomplissement, parce que, eh oui, même si nous avons de grands besoins, même si ces jeunes ont de grands besoins physiologiques fondamentaux, ils ont peut-être aussi le droit d'être heureux, le droit d'avoir du plaisir. Et parfois, quand le handicap est si grand, on dirait qu'on manque de temps pour s'occuper de cette dimension qui est pourtant pour moi fondamentale. Donc, je terminerai avec un témoignage de parents. Sur le conseil d'administration de Laura Lemerveille, nous avons 3 parents, mais je suis en contact avec 149 familles. Alors, pour moi, c'est important aussi d'amener en Belgique le commentaire de l'un d'eux. Donc, je vous présente. Voici Laura. Ici, nous sommes chez un photographe professionnel. Elle avait choisi son déguisement de fée. Pourquoi? Parce que, bon, elle était entourée d'une maman qui faisait beaucoup de danse irlandaise. Donc, il y avait des fées, des farfadets un peu dans la maison. Il faut croire que ça lui avait ouvert quelques horizons là-dessus. Donc, et on avait préparé la personne qui faisait les photographies, évidemment, parce que Laura faisait énormément d'épilepsie. Donc, la session de photo n'a pas duré 30 minutes comme tous les autres enfants, mais une journée complète avec des intervalles. J'avais demandé une petite pièce pour voir est-ce qu'on ne pourrait pas faire des petits clins d'œil photo, mais aller se reposer. Parce que parfois, il y avait des spasmes, une petite crise d'épilepsie qui nous surprenait, surtout quand elle vivait un petit peu d'émotion. Donc, on a adapté la séance de photo. Et merci encore à cette photographe, parce que maintenant que Laura est allée rejoindre son étoile en 2005, cette photo-là, elle est très importante pour moi.
Et elle a beaucoup de sens dans la fenêtre de normalité qu'on a osé ouvrir pour vivre un beau moment normalisant pour les parents. Je pense que les parents ici, on a besoin de sentir aussi qu'on est en contact avec un enfant, le nôtre, et pas juste une série de diagnostics ou de solutions ou de termes théoriques qui parfois pour nous, le sens que ça a, et ça peut être parfois secondaire, malgré le fait qu'on cherche des questions et qu'on cherche des réponses à nos questions. Juste un petit survol du vécu de Laura. Donc, le diagnostic de Laura, agénésie du corps calleux, compagnie d'licencéphalie, trouble d'épilepsie vraiment important, sévère, et une espérance de vie de 3-4 ans, qu'on m'avait dit à l'époque. Des troubles de déglutition aussi importants qui amenaient une pénurie par gastrostomie. Pour vous donner un petit aperçu, à 2 ans, le développement général de Laura était de 6 mois. On m'avait offert à l'époque, au Québec, on parle plus de physiothérapie et d'ergothérapie, donc on offrait une séance par semaine afin d'essayer de rentrer en contact avec Laura. Ce qui est arrivé à ce moment-là pour moi, c'est j'avais un besoin fondamental de comprendre qui elle était au-delà des symptômes ou du handicap visible qu'on voyait. Laura avait aussi une déficience physique importante. Donc, à l'âge de 2 ans, par exemple, elle ne se tournait pas du tout au ventre, juste pour vous donner une idée. Eh bien, en séance de physiothérapie, avec tout l'amour que la physiothérapeute avait pour Laura, elle la mettait dans une station debout. Et moi, j'étais là comme mère, qui regardait ça, puis qui disait, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que j'ai l'impression que Laura n'a même pas le tonus d'un enfant de 7 mois. Est-ce qu'on demande à un enfant de 7 mois de marcher debout? Donc, j'exprime cette démarche-là, puis cette pensée-là m'a accompagnée à tous les points de vue. Là, je vous donne l'exemple au niveau de la mobilité, mais c'était la même chose au niveau, exemple, dans sa bouche. Laura, elle poussait sa langue au palais, et c'était comme ça qu'elle mastiquait les aliments. Elle n'a jamais croqué. Bien, à un moment donné, la suce, vous comprendrez que c'était très important pour elle. Donc, la bouche de Laura, malgré son nombre de chandelles sur son gâteau, la bouche de Laura a toujours resté autour de 3-4 mois. Donc, comment on peut, on parlait de plaisir tout à l'heure, comment on peut aussi faire preuve de discernement pour, par exemple, nous dire, l'enfant grandit, on doit lui enlever la suce, parce que c'était agréable pour elle, cette sensation-là de téter. Et versus, elle est rendue à 5-6 ans, mais c'est plus acceptable socialement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, il y a un médecin qui m'avait dit, bien là, Mme Lambert, il faut enlever la suce à Laura. Et là, je lui avais répondu, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment elle va gérer cette frustration quand elle est anxieuse, par exemple, quand il y avait beaucoup de personnes dans la pièce? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre à se mordre les poignets, par exemple, et là, on va avoir un comportement qui n'est pas approprié. Bien, je suis allée dans une animalerie et j'ai acheté un petit anneau en plastique. Ça l'a sauvé Laura socialement. Parce que quand on était dans une situation où elle pouvait vivre une émotion qu'elle-même parfois ne pouvait ne pas comprendre, bien, on donnait l'anneau et là, ben, vous pouvez prendre l'anneau et la mordre ou la... Donc, vous comprendrez l'importance pour moi de la différence entre... Oui, on la voit ici. Oh, il s'est passé quelque chose avec sur mon ordinateur, c'était très beau pourtant, mais désolée, j'ai pas le contrôle là-dessus. Donc, vous voyez Laura ici avec son anneau, justement. À tout moment, elle arrivait même à un moment donné à me le demander. Donc, c'est ce genre de trucs concrets que je voulais aussi venir vous partager. Il y a une lecture qui a été pour moi déterminante dans mon processus, c'est la lecture du livre de M. Glenn Doman. M. Doman a une approche particulière qui peut être controversée par moments. Moi, j'ai pris un peu le meilleur à ma façon, à moi, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était de pouvoir considérer mon enfant pas dans une seule entité ou avec 3 ou 4 étiquettes globales, mais plutôt d'essayer de comprendre Laura où elle est dans ses yeux, où elle est dans ses oreilles, où elle est dans ses mains, où elle est dans son corps, où elle est dans sa compréhension. Parce qu'on dirait que rapidement, quand on n'a pas le langage verbal, on pense qu'on ne comprend rien.
ils ont à nous prendre, ils ont à nous apprendre à ce niveau-là. Aujourd'hui, si mon témoignage vous amène au moins à vous questionner parfois, je crois que j'aurai atteint mon objectif. Donc, vous avez aussi dans la photo qui est à votre droite, une petite fille qui est à Laura les Merveilles. En fait, elle est petite physiquement, mais Véronique ici a plus de 13 ans sur la photo, même 14. Je suis en compagnie de ma collègue. Et ici, vous avez Véronique qui expérimente le mouvement. Donc, le fait de, quand on a une déficience physique associée à une déficience intellectuelle importante, on a tellement d'appareils qu'il faut considérer pour être bien aligné. Et je suis pour ces concepts-là, mais par moment. Je crois qu'il faut des pauses pour que l'enfant ou le jeune adulte ou l'adolescent puisse nous parler et qu'il ne soit pas pris, que ce soit dans un corset, dans un fauteuil roulant, et qu'on puisse lui permettre d'expérimenter le mouvement. Alors ici, on a une Véronique qui, normalement, est dans son fauteuil, alors qui m'avait demandé, grâce à son tableau, de venir dans le plan incliné, dans lequel je faisais beaucoup plus, je mettais beaucoup plus les enfants plus jeunes. Fait que voyez-vous, même nous, on est pris avec nos propres perceptions parce que ça peut être vu comme une glissade ici. Mais pour Véronique, c'est pas une glissade, c'est un moyen de dépassement de soi. Parce que dans cet environnement-là, on met l'inclinaison juste à la bonne hauteur pour que juste avec sa respiration et la légère mobilité de son bras gauche, elle peut bouger seule. Alors, quand elle est arrivée en bas, je suis allée me mettre le visage parce que je pense qu'il faut aller aussi souvent où ils sont. Donc, je me suis collé le visage sur le sien et elle m'a regardée. Puis elle m'a dit encore, à sa façon à elle, alors on l'a remonté et on a fait ça quelques fois. Et à un moment donné, elle voulait que ses parents la voient faire ça. Alors, en fin de journée, à la séance, après la journée de répit, son père Jean est arrivé et Véronique a fait son spectacle. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le papa Jean a eu certains liquides qui ont coulé sur ses joues, qu'on appelle des larmes. C'était un peu comme si Véronique, cette journée-là, avait compté le but gagnant dans un tournoi de soccer. Parce qu'elle avait bougé seule. Et juste pour ceux qui se questionnent, le blanc que vous voyez, c'est que Véronique était tellement stressée de vivre l'expérience de descendre par elle-même qu'elle était complètement trempée. Alors, on est allé chercher de la farine, parce qu'on fait aussi beaucoup d'ateliers culinaires à Laura les Merveilles, et on a mis ça pour qu'elle puisse, pour déjouer la sueur et qu'elle puisse glisser là, juste en bas. Vous connaissez peut-être Annie Brocoli, peut-être pas. Au Québec, c'est une chanteuse pour enfants qui a été très populaire. Ici, Laura, elle a 7 ans peut-être. Donc, ça m'amène à expliquer l'expérience de vivre pleinement peut aussi passer par l'opportunité, je répète bien, l'opportunité de faire des choix. Ma fille Laura, quand elle se réveillait le matin, j'aurais pu facilement la prendre, l'habiller, la coiffer, lui donner à manger, en lui demandant jamais quel vêtement elle veut mettre. Est-ce que c'est correct la coiffure que j'ai faite ce matin? S'est-elle vue dans le miroir, en brossant ses dents? Qu'est-ce qu'elle veut manger pour déjeuner? Et je me mettais souvent dans sa peau, parce que moi je suis une personne qui aime beaucoup faire des choix, puis je me disais, oh mon Dieu, elle est donc bien tolérante à tout ce que je lui impose. Donc rapidement, je l'ai mis à participer à son propre développement et à force de lui faire des choix à sa mesure. Parce que si on fait faire des choix avec des pictogrammes qui sont tout petits, alors qu'on a, par exemple, une déficience au niveau visuel, on passe à côté, on utilise un moyen, mais s'il n'est pas adapté, il est fort important d'utiliser des moyens qui rejoignent le jeune. Donc, à force de faire des choix avec Laura, on s'est rendu compte que son artiste préféré était Annie Brocoli. Écoutez, à l'école, quand ils sont arrivés, puis que Laura est arrivée, elle avait une photo d'Annie Brocoli et d'elle sur sa tablette de fauteuil. Elle allait dans une école spécialisée à Québec, où justement ils accueillent des jeunes avec une déficience intellectuelle sévère. Mais ils ont pensé qu'on avait fait plaisir au papa. Parce qu'Annie Brocoli était beaucoup appréciée par les papas. Mais ça n'avait rien à voir parce que, et là, quand j'ai expliqué
pourquoi on est allé voir Annie Brocoli, puis qu'on avait demandé à son agent que Laura puisse la rencontrer backstage pour avoir une signature d'Annie Brocoli. On avait de la misère à croire la simple maman que c'était vraiment pour Laura. Mais Laura, à chaque fois que je présentais, c'était à l'époque des cassettes VHS, dans le choix, avant de lui mettre une vidéo, je mettais des cassettes au sol, puis on avait réussi à escaler une certaine mobilité, donc elle pouvait aller me choisir quelle cassette elle voulait. À chaque fois qu'Annie Brocoli était dans les choix, qui choisissait-elle? Annie Brocoli. Et elle m'a surpris une fois parce qu'elle me voyait où je prenais les cassettes, j'avais mis le coffre à sa disposition, mais des fois, quand elle n'était pas dans le choix, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'en allait dans le coffre, puis elle me montrait le coffre. Ah! Je disais, OK. Des fois, je sortais toutes les cassettes jusqu'à temps qu'on tombe sur Annie Brocoli. Donc, alors qu'on m'avait dit, lors du diagnostic, Madame Lambert, si votre fille, un jour, vous regarde dans les yeux, hein, vous comprendrez qu'elle sera dans un état végétatif. Moi, je vous ai dit, j'aimais le plaisir, je l'appelais mon petit céleri, là, entre guillemets. Jamais j'aurais pu soupçonner qu'un jour, j'irai à un spectacle d'Annie Brocoli. Donc, je crois qu'on les sous-estime trop souvent. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, je ne dis pas qu'ils ne comprennent tout, c'est pas ça que je dis. Je dis, utilisons-nous les bons moyens pour déjouer cette situation de handicap et aller à leur rencontre, dans leur univers, avec leur façon de percevoir les choses. Donc, sortir un peu de notre mode de fonctionnement à nous. Souvent aussi, on leur permet alors de se découvrir eux-mêmes. Ils sont parfois eux-mêmes surpris. Ils peuvent rester surpris de se découvrir dans ce qu'ils aiment, par exemple. Ça résume un peu à la pyramide de Maslow. Elle est fort importante pour moi. On l'a ajustée un peu aux couleurs de Laura les merveilles. Donc, on aime vraiment les voir monter. Et quand on réussit cela, ce qu'on sent, c'est la grande fierté qu'ils ont d'eux-mêmes et la fierté chez papa, chez maman. Mais j'oserais dire, on n'en a pas parlé de la fratrie, mais le frère et la sœur qui vit aussi cette réalité-là. Alors, quand ils voient, exemple, alors à les merveilles, on a ouvert une classe aux adultes et on a un bal de graduation à la fin, quand les jeunes ont à peu près 22-23 ans. Et quand les frères et sœurs sont dans la salle et qu'ils prennent des photos de leurs frères et sœurs en avant avec son diplôme, on voit vraiment et on sent la fierté. Donc, je crois que c'est fort important dans la résilience. Je pense que Mme Francine Julien-Gauthier serait d'accord avec ça. Donc, Laura est décédée en septembre 2005 et c'est justement suite à son décès que moi, j'ai pris un petit repos pour accueillir ça, me définir autrement que par la mère de Laura. Trouver un peu qui était Sandra maintenant et qu'est-ce qu'elle voulait, parce que ça m'a pris au moins quelques mois. Mais je suis allée jusqu'au bout de cette démarche-là et rapidement, il y a cet élan-là qui est apparu de vouloir mettre sur pied l'organisme. Alors, si je vous le présente en vrac, en terminant, bien c'est sûr que dans le Laura les merveilles, vous connaissez maintenant la source d'inspiration. Et le mouton, bien, pourquoi pas tricoter tous ensemble, tous les spécialistes ensemble autour d'une même table, incluant les parents, et j'oserais dire souvent le jeune lui-même devrait être là, afin de tricoter un filet de service qui réponde à ses besoins et afin qu'on puisse le laisser au cœur de sa démarche, et j'oserais dire de sa vie. Les merveilles, c'est de dire que malgré la souffrance qui existe, malgré ce chemin peu fréquenté qui nous est présenté lorsqu'on met au monde un enfant différent, on peut peut-être y trouver de l'émerveillement sur ce chemin-là. Et je crois que de considérer l'enfant dans sa globalité, c'est déjà une étoile qu'on peut mettre sur le chemin et non pas juste considérer notre enfant comme juste un paquet de diagnostics. Mais la mission est disparue. Mais je vais la dire, je la connais bien. Oui, merci. Donc, la mission, c'est d'offrir des services de répit, de gardiennage, afin de supporter le parent qui vit avec cette situation-là, mais tout au long de la vie, donc de la naissance, et j'oserais dire jusqu'à la fin de la vie, jusqu'au bout de la vie. Mais c'est assis, ça, le fait de développer des services, cette trajectoire de services-là, sur un principe fondamental qui est l'accomplissement de soi, le dépassement de soi, mais surtout d'y croire qu'ils ont accès à cela. La clientèle,
Donc, on parle de jeunes polyhandicapés, mais aussi maintenant de jeunes autistes de niveau 3, ou encore on parle d'autisme avec des particularités complexes. Sa famille, pour nous aussi, sa clientèle, les frères, les sœurs, on considère aussi toute la communauté. On aime bien être en lien, est-ce que la communauté vienne nous visiter comme bénévole, mais que nos jeunes aussi aient dans la communauté, aient au marché, créent le marché de Noël et qui invitent la communauté dans la semaine québécoise des personnes handicapées, par exemple. Donc, on aime sensibiliser, mobiliser, participer. Et tous les petits moutons que j'ai mis ici, c'est justement, ça représente l'équipe de Laura les Merveilles. Donc, on a des éducateurs spécialisés, on a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent comme stagiaires et qui, tout au long de leur formation, bien, nous, on les accueille et ils peuvent expérimenter ce qu'ils apprennent dans leurs livres. Alors, je pense qu'ils gagnent, ils ont une longueur d'avance quand ils arrivent directement sur le terrain. Surtout quand on parle d'enfants à grands besoins. Parfois, il y a un écart important entre ce qu'il y a dans les livres et qu'on arrive face à face avec ce même enfant ou cet adulte ou cet adolescent qui a d'énormes besoins. Il y a toute une panoplie de services, vous les avez, je vous invite à les regarder, puis vous pouvez aller sur le site de Laura les Merveilles aussi, mais c'est vraiment tout au long de la vie, donc d'un camp de jour spécialisé, parce que quand il n'y a pas d'école spécialisée puis que les parents travaillent, mais le jeune il fait quoi durant 2 mois et les parents font quoi? Et tranquillement, ça a tout été bâti à partir de rencontres qu'on a faites avec des familles qui nous exprimaient leurs besoins. Donc c'est vraiment avec les parents qu'on a développé la trajectoire de service. Évidemment, le mur des 21 ans, c'est une réalité au Québec, au Canada également. Donc, on a trouvé des moyens, je dirais, assez créatifs, donc qui aboutissent sur des ateliers socio-professionnels pour nos 23 ans et plus, à qui on fait vivre l'expérience entrepreneuriale à leur façon, bien évidemment. Et ça va jusqu'à une maison de soins de répit et de soins palliatifs pédiatriques. On en fera l'ouverture en avril prochain. Si vous regardez un petit peu les nouvelles locales du Québec, c'est ce qui risque pas d'arriver. Mais bref, en avril, on en fera l'annonce officielle. La pyramide de Maslow est teintée de volets d'activité, parce qu'il ne faut pas tout dire, on souhaite que le jeune s'accomplisse, mais au quotidien, comment on fait ça? Donc, nous, on a séparé ça en 3 volets. Donc, les merveilles en art, les merveilles en action, puis les merveilles et les mille et un soins. Et là, je vous dirais que tout est possible. Les parents, parfois, restent un peu surpris de voir leur jeune dans un harnais, par exemple, et qui fait de la danse irlandaise avec son ami, devant un miroir, évidemment, parce qu'on travaille beaucoup avec le miroir, que le jeune se voit en train d'exécuter quelque chose. Ça a un double sens, par exemple. Ils peuvent défiler, nous, on a beaucoup de neige au Québec, donc ils peuvent défiler dans les pistes de ski alpin en fauteuil ski, avec leurs amis, avec le papa, la maman. Donc, toutes des activités qui amènent à l'accomplissement de soi et à la normalisation. Cette approche, qui est à travers tous les mots que je vous dis, vraiment, on ose conjuguer les verbes. Anne, vous parlez beaucoup d'oser tout à l'heure, je m'y reconnaissais beaucoup, parce que ça commence par ça. Si on attend qu'il se passe quelque chose, on risque d'attendre longtemps. Je pense que si j'avais attendu que Laura bouge d'elle-même, qu'elle veuille aller voir Annie Brocoli et qu'elle me l'indique et qu'elle me prenne par la main, j'aurais attendu longtemps. Donc, provoquons, essai-erreur. Donc, oser, créer, découvrir, innover, surprendre et célébrer au quotidien. J'espère que ça pourrait être des verbes qui vous inspirent également. Mettre en lumière les capacités. Si même une personne régulière qui a de grandes qualités ou de capacités, si je la définis par tout ce qu'elle ne peut pas faire, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas faire, vous risquez de devenir personne rapidement. Et c'est ce que je sentais dans mon cœur de mère. J'avais l'impression à un moment donné que ma fille était tellement définie par tout ce qu'elle ne pouvait pas faire. Je me disais, ben, comme elle est personne, qui est-elle? Donc, faisons attention à utiliser, essayons de ne pas utiliser les ne pas. La dame en introduction a parlé justement de dire, au lieu de dire qu'elle bave, on pourrait dire qu'elle a de la difficulté à avaler. Au lieu de dire qu'elle ne marche pas, on pourrait dire qu'elle se déplace en fauteuil ou elle se déplace en rampe. Donc, faisons attention au vocabulaire qu'on utilise, surtout même devant eux, parce qu'ils comprennent bien plus qu'on pense. Donc, une présence, des images.
en équitation thérapeutique. Ici, Laura était dans son petit buggy. Moi, je fais un petit peu de course en montagne, donc je l'ai amenée avec moi et son chien. C'était doublement difficile, c'est parfait. Des petits gestes aussi simples que le magasinage, aller sur les genoux du Père Noël, bien, pourquoi pas tenter l'expérience. Ici, c'est l'art des merveilles en art, où on adapte, on ajuste la tablette, parce que si on attendait que le jeune ici dessine de lui-même, on aurait attendu longtemps, donc on module l'environnement. On crée des petits symboles pour créer une ambiance plus large, où chaque symbole de l'enfant est représenté dans ce que nous on appelle une scène de vie. Donc ici, c'était le thème de l'Amérindien. On fait la cuisine, c'est pas avec nos mains, mais c'est avec nos orteils, une fois qu'elles ont bien été nettoyées, bien sûr. On a des moments de complicité, donc des affinités entre jeunes très lourdement handicapés et présentant un spectre du trouble de l'autisme. Et ici, ils sont encore vivants tous les deux, Maxime et Lily. Ils sont d'ailleurs à la classe La Marguerite aux adultes à Laura les Merveilles. On les a emmenés en fauteuil ski ensemble aussi. Donc, peut-être en concluant, trouver une vie remplie de sens et de découverte. Oui, il y a la maladie, oui, il y a le diagnostic, mais il y a une vie aussi. Donc, quand on focus sur tout ce qui est possible, peut-être qu'on peut oublier à l'occasion l'handicap. Donc, des petits filets de croissance pour dire qu'il y avait vraiment des grands besoins. Je ne me doutais pas qu'en 2008, il y avait autant de besoins. C'est juste pour vous donner un aperçu des chiffres. Et je termine avec le témoignage, justement, qui vient dévoiler l'impact sur les parents, qui est vraiment important, à mon avis, qu'ils se sentent appuyés. Donc, Éric est le papa des jumelles, Rose et Léa, qui viennent à Laura les Merveilles depuis plusieurs années. Alors, quand on a demandé à Éric qu'est-ce que Laura les Merveilles pour lui, voici ce qu'il nous a répondu, et c'est ce qu'il nous dirait s'il était ici. L'amour inconditionnel des jeunes de la part des membres de l'équipe, le respect de l'état physique et mental des jeunes qui sont tous traités également, l'absence de barrières sur ce qui peut être fait ou essayé, c'est de sentir que les jeunes ont le droit, eux aussi, de toucher au bonheur de s'épanouir. Pour nous, les parents, c'est de partir l'esprit tranquille lorsque nos filles sont au répit, tout en sachant qu'elles sont en sécurité, mais surtout qu'elles sont heureuses. Pour Rose et Léa, c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée. Ça leur fait un bien immense. Elles ne se sentent pas différentes ou jugées lorsqu'elles sont au répit. C'est une sensation de normalité. Alors, quand un parent lui-même décrit un peu les valeurs de base de l'organisation, et je vous dirais les fondements de base de mon apprentissage de ma vie avec Laura, j'ai juste envie de poursuivre l'aventure, de continuer, de rapporter toute la belle expérience avec laquelle je vais repartir de la Belgique. Alors, je vous remercie, mais je remercie toujours aussi tous les gens qui m'entourent et les jeunes eux-mêmes qui nous en apprennent toujours plus. N'oubliez pas cela.